Ok. Alors, on va essayer de mettre tout ça en pratique. Les repères pour réaliser une arthroscopie postérieure de cheville, ils nous ont été décrits en 2000. Hein, enfin, ça avait déjà été fait avant, mais en fait, ce qui nous empêchait d'y aller, c'était le pédicule vasculo-nerveux qui passe vraiment en arrière de la malléole interne. Et il nous a été décrit une technique que je vais essayer de vous montrer. Donc, on prend comme repère le tendon d'Achille, les deux malléoles et essentiellement la malléole externe. La malléole externe, elle est un peu plus basse que la malléole interne. On trace une horizontale qui passe par la pointe de la malléole externe et on va aller se mettre, faire une petite incision centimétrique au niveau du tendon d'Achille en dehors, puis en dedans. D'accord? Donc on fait nos deux incisions. Hop, on fait deux petites incisions centimétriques. Une fois qu'on a fait ça, c'est là la ruse technique qu'on nous a décrite, c'est on va aller directement et verticalement avec une pince viser le deuxième espace intermétatarsien. Donc on vise à cet endroit-là, on descend la main, et là, tac, je vais arriver en contact osseux, et le contact osseux, c'est la queue du talus qu'on a ici. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est rentré en contact osseux, on va rentrer notre caméra et surtout, je vais vous montrer qu'on a une façon bien particulière pour aller éviter le pédicule vasculo-nerveux, qui paraît aujourd'hui évidente à tout le monde, mais quand elle a été décrite, ça a été un peu révolutionnaire pour tous les gens qui faisaient de l'arthroscopie de cheville. Tac. Donc même système que tout à l'heure, on met de l'eau, comme vous disait Giovanni. Initialement, vous avez un petit peu de graisse, ça s'appelle le triangle de Kager pour les gens qui font la radiographie. Et alors, la façon d'introduire nos instruments, elle est très particulière. Je vous ai dit qu'il y avait un danger en arrière de la malléole interne. Donc on va aller s'insérer perpendiculairement à la première incision, perpendiculairement au tendon d'Achille, et on va aller sentir notre arthroscope. Une fois qu'on est là, on va glisser notre instrument pour aller en devant de notre arthroscope, et vous voyez ici ma pince qui passe devant. D'accord? Vous voyez ma pince qui passe devant, on peut peut-être mettre les deux vues. Et moi, une fois que j'ai fait ça, je peux rentrer mon instrument. Je sais que je vais être à distance de mon pédicule tibial postérieur vasculo-nerveux. Donc on va rentrer l'instrument, tac, et on refait la même chose. Et là, on va aller nettoyer, manger tout ce qu'on veut, pour retrouver très rapidement le contact osseux et pour qu'on sache se situer. Alors, en respectant ces repères, je sais que je risque rien. Donc, je peux y aller. Je sais que tout ce que je mange, ça va être de la graisse, de la fibrose. Et mon objectif, c'est de très vite retomber sur des repères qui nous sont connus, à savoir l'articulation soutalienne postérieure et l'articulation tibiotalienne. La première sur laquelle on tombe, c'est la soutalienne postérieure. Alors on s'infiltre, on se fait notre place. On va essayer d'aller un peu plus vite pour que vous puissiez avoir le temps de prendre un café. Voilà. Là, j'arrive sur de l'os, j'ai un contact osseux et très vite, je vais essayer d'aller retrouver mes repères. Donc, c'est pas véritablement une arthroscopie, puisque arthro, c'est l'articulation. Là, c'est une endoscopie postérieure, c'est-à-dire qu'on se crée une chambre de travail, on se crée un espace de travail qui va nous permettre de retomber sur des surfaces articulaires. Alors vous allez voir, ça semble un peu flou, et puis au fur et à mesure, on va s'y retrouver. Et puis ton nettoyage fait partie du premier temps du traitement du débridement en fin de compte.
quand tu exposes tout ça, tu enlèves toutes les parties, tous les tissus mous qui peuvent être un peu inflammatoires. Alors, voilà. On n'entend pas. Tu entends, Oni? Oui, oui, je vous entends. Ouais. Ben, regarde. Et là, elle a sur la pièce, là, on a une queue de l'astragale, tu vois, qui bouge complètement. Tu peux bouger le gros orteil? Ok, c'est pas lui. Alors, on a des repères, on a des garde-fous, on en a un essentiel quand on fait une arthroscopie postérieure, c'est le tendon long fléchisseur de l'hallux. On sait anatomiquement que quand on voit le long fléchisseur de l'hallux, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter parce que juste en dehors, vous avez le nerf tibial. Et donc, on sait, une fois qu'on a trouvé le long fléchisseur de l'hallux, qu'il ne peut rien nous arriver et qu'on peut y aller gaiement, qu'il n'y aura aucun problème. Donc l'objectif, il est de retrouver ce long fléchisseur de l'hallux très vite si on a besoin de travailler en interne. Et puis si on a besoin de travailler en externe, on est un peu moins embêté. Alors, regardez un petit peu. Là, ce que vous voyez, ce que je touche, c'est donc la partie postérieure du talus. Et puis, ce que vous avez ici, là, tac. Bouge un peu la cheville. Voilà, là, je suis dans la cheville. Alors souvent, la difficulté, c'est de faire la part des choses entre l'articulation sous-talienne et l'articulation tibio-talienne. Et des fois, c'est pas si facile que ça. Donc là, je suis en train de passer au-dessus de ma partie postérieure du talus. Donc, on reprend le calcanéum que je suis en train de toucher, la partie postérieure de mon talus, et là, je suis en train de passer par-dessus la partie postérieure de mon talus, et on va aller trouver au-dessus l'articulation de la cheville. D'accord? Là, vous voyez, d'ailleurs, il y a un ostrigone qui est mobile, c'est pas volontaire, hein, mais ça bouge anormalement. Normalement, il n'y a pas de raison que ça bouge comme ça. Hein. Donc ça, on va aller si on était dans la pratique sur un ostrigone douloureux, ben c'est exactement ça qu'on ferait. C'est-à-dire que on nettoie tout autour et on enlève l'ostrigone. Tout le monde se repère? Ça va? Vous voulez que je réexplique tranquillement? Non, c'est bon, ça. J'ai l'air de voir. Donc on n'a pas besoin d'aller tout enlever. Si on veut aller dans la cheville, suffit de passer par-dessus. Voilà, là je suis en train de passer par-dessus. Et par-dessus, en arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? En premier, je suis en train de nettoyer un peu pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Tac. Alors, t'as un crochet? Je reprends on le fait un peu moins vite. Là, j'arrive, je suis sur mon calcanéum. Tout ce que je touche, c'est la partie postérieure de mon calcanéum. D'accord? Là, ce que vous voyez en arc de cercle, c'est son articulation sous-talienne. Vous voyez, je peux rentrer dedans. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a une accessibilité au tiers postérieur du talus quand on passe derrière, comme ça. Si vous avez des lésions ostéochondrales, ben, vous allez pouvoir passer en dehors ou en dedans. Une fois, donc, les os de l'arrière-pied, c'est le calcanéum, le talus, et au-dessus, le tibia, quand je vais toucher par là. Si on arrive derrière, vous voyez, il y a des gros ligaments, on appelle ça le ligament intermalléolaire postérieur. Si je passe à travers ce ligament intermalléolaire postérieur, qui réunit donc les deux malléoles comme son nom l'indique, eh ben j'arrive dans l'articulation de la cheville qui va être, je vais aller vous la montrer, qui va être juste derrière tout ça. Donc hop, vous voyez, là j'ai mis, je peux vous le montrer un peu mieux, j'ai mis mon petit crochet dans l'articulation de la cheville, ici. Je vais vous la montrer un peu mieux, on va dégager ça, et puis je vais vous montrer mon repère. Donc, si j'avais un ostrigone là à nettoyer, est-ce que tu peux me donner une fraise? On va nettoyer l'ostrigone.
comme si on était dans la vraie vie. Tac. Alors on a une fraise, et puis on va aller nettoyer. Alors des fois, en termes diagnostiques, c'est pas toujours évident de faire la différence entre un ostrigone, une fracture pseudarthrosée, d'où l'intérêt souvent de la scintigraphie pour savoir si vraiment c'est ça dont se plaignent les gens. Giovanni vous a bien dit, le test c'est la flexion plantaire forcée. Hein. Ça, quand ils ont la flexion plantaire forcée douloureuse, cherchez pas, c'est sûr que c'est ça. Alors on a de la chance hein, d'avoir un ostrigone comme ça sur la démo. Voilà. Et là, je suis sur le bord postérieur du talus. On a enlevé l'ostrigone, on a tout nettoyé. Alors, on va nettoyer encore un peu plus, hein, mais je vais te reprendre le couteau. Et vous voyez parfaitement, ce que vous voyez là, l'interligne, c'est l'articulation sous-talienne. Ce qui explique qu'on puisse faire des arthrodèses. Les arthrodèses qu'on fait de l'articulation sous-talienne, généralement peuvent se faire par voie postérieure, comme ça, sous arthro. On peut aussi les faire par voie latérale, ça c'est une affaire de choix et de préférence. Mais et quand on passe au-dessus du talus, sur quoi on va tomber? Sur l'articulation de la cheville. Donc je vais vous ouvrir l'espace pour trouver l'articulation de la cheville. Ça explique bien qu'on peut aussi faire les arthrodèses de cheville par voie postérieure. Alors vous vous souvenez, je vous ai dit, le frein principal à l'arthroscopie postérieure, c'est le long fléchisseur de l'hallux. Le long fléchisseur de l'hallux, hop, le voilà. Tu peux bouger l'orteil? Le voilà. Vous voyez, Fanny est en train de faire bouger son orteil. Et là, vous avez son long fléchisseur de l'hallux. Donc quand ils ont des ténosynovites du long fléchisseur de l'hallux qui résistent, c'est pareil. C'est relativement facile d'accès. Il y a plusieurs pathologies qu'on connaît sur le long fléchisseur de l'hallux. Notamment, il y a des gens qui ont des corps musculaires charnus qui descendent très bas, qui sont des véritables pathologies, notamment chez les hockeyeurs qui ont ça. Eh ben, on peut aller libérer le long fléchisseur de l'hallux, mais par contre, une fois qu'on est là, attention, méfiance, si on va derrière, on sait que le pédicule, il est là. C'est-à-dire que si je le coupe et que je mange ici, ça va avoir des gros problèmes et compliquer les relations avec le monsieur. Alors, on peut aussi faire, par exemple, il y a des gens qui ont décrit des techniques pour aller prélever le long fléchisseur de l'hallux dans les tendinopathies chroniques d'Achille. Par exemple, si je voulais rentrer mon scope, je peux rentrer dans la gaine du fléchisseur. Je vais essayer de faire la mise au point. C'est pas dans ce sens-là. Voilà. Alors, là je suis collé. Alors c'est un peu compliqué vu que c'est une pièce cadavérique. En fait, normalement, je peux rentrer complètement mon scope et aller le chercher très bas. Enfin, vous aurez compris que c'est notre repère le plus important dans l'articulation de la cheville. Une fois qu'on est là, on ne bouge plus, on ne respire plus et on n'aspire plus surtout. Et moi, je voulais vous montrer la cheville. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Voilà le gros ligament dont je vous parlais tout à l'heure. Alors si je ne veux pas le casser parce qu'il n'a rien demandé à personne, je peux passer par-dessus. Voilà, ça c'est voilà. Et une fois que je suis passé par-dessus, on va retrouver la cheville. Là, je suis dans sa cheville. Alors pour les besoins de la vidéo, on va s'en séparer.
Et vous voyez, mon outil rentre dans la cheville et je vais aller vous montrer la cheville cette fois par derrière. Donc ça marche aussi pour les ostéochondromatoses, par exemple, les gens qui ont des ostéochondromes importants sur une arthrose débutante et qui en ont plein derrière la cheville. Alors, je vais bouger mon scope. Tac. Voilà. Voilà ma cheville. Donc si on prend nos repères, on a le calcanéum, on a réséqué l'ostrigone, et au-dessus de l'ostrigone, logiquement, vous arrivez dans la cheville, et la cheville que je vais vous nettoyer encore un peu mieux, et que vous allez voir, on peut aller travailler. Donc il nous arrive par exemple chez les gens qui ont des grosses pathologies dégénératives de l'arrière-pied, des gros pieds plats, des choses comme ça, et qui ont une arthrose de cheville, vous pouvez leur faire et l'arthrodèse soutalienne et l'arthrodèse de la cheville par voie postérieure, ça pose pas de problème. Il suffit d'aller manger tout le cartilage par la voie postérieure. Et c'est ce qu'on leur fait. Et puis on leur met un clou d'alignement. Alors c'est une voie d'abord qui faisait très peur. Et puis finalement on s'y met relativement bien et facilement. Tu as le... J'essaye de manger la dernière partie du ligament. De façon à ce que vous voyez bien. Ok. Et voilà, là, je suis dans ma cheville et dans l'arrière de la cheville. J'ai l'impression d'être maïté. Et voilà. Donc là, quand on additionne les deux, l'arthroscopie antérieure et postérieure, il n'y a rien qui nous résiste. Hein. On peut aller partout. On peut aller partout. D'accord ? Regardez, là, je rejoins finalement l'endroit où j'étais tout à l'heure, avec ce que vous voyez en dedans là-haut, c'est la malléole antérieure. Alors, c'est flou. Je vais mettre un peu de... Voilà. Tac. Et on n'en a pas parlé, Ronnie, mais tu peux peut-être aussi nous montrer et dire qu'on peut aller sur la partie supérieure du calcanéum, notamment pour traiter les pathologies oui, je vais finir. d'insertion calcanéenne. Tu as raison, je vais finir par ça. Donc, je vous ai dit, donc, la cheville, on l'a bien vue. L'articulation soutalienne, on l'a bien vue, elle est juste en face de nous. Si on retourne notre caméra, tac, et qu'on longe la partie complètement postérieure de mon calcanéum, on va tomber sur la grosse tubérosité. Et une fois qu'on balaye notre grosse tubérosité, on va tomber sur l'insertion du tendon d'Achille, qu'on doit pouvoir aisément retrouver. Et toutes les tendinopathies d'Achille d'insertion peuvent... Alors pas toutes, je suis un peu marseillais en vous disant ça. Les gens qui ont des problèmes intratendineux ne vont pas être des bons répondeurs à la chirurgie arthroscopique. Hein. Ceux qui vont être des bons répondeurs, ce sont les gens qui ont des maladies de Haglund, des vraies déformations qui viennent faire un conflit au niveau du tendon d'Achille. Est-ce que tu peux me mettre... Alors, le tendon d'Achille, on a l'impression que il vient s'insérer et que son insertion est très volumineuse, mais en fait, il est très très bas sur le calcanéum. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans l'espace qui est créé, je vais essayer de le faire, qui est créé entre votre tendon d'Achille. Là, je suis juste en dessous, c'est-à-dire que quand vous regardez la vidéo, il faut imaginer que c'est vous le tendon d'Achille, quoi. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'aller regarder mes pieds. Voilà, et vous avez vu, le calcanéum, c'est très long, hein. Il y a du chemin, hein. C'est-à-dire que je pars, ça c'est le talus,
c'est la surface postérieure soutalienne. Et là, je pars, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je suis encore, finalement, pas tout près de mon tendon d'Achille. Je voudrais vous le montrer, et puis après, on arrêtera là. Tu peux essayer de te mettre en flexion plantaire, s'il te plaît? Merci. Voilà, mon tendon d'Achille. Je suis pas hyper ergonomique, mais... Alors là, effectivement, il faut jouer avec le positionnement du pied. Et quand on fait ces libérations-là, il faut aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et là, on va le voir arriver. Voilà. Mon tendon d'Achille, il est là. Il est juste en arrière de ma graisse. Alors, vu que c'est très superficiel, hop. Vu que c'est très superficiel, on est toujours en train on est à deux doigts de ressortir notre instrument. Alors ce qui est un peu difficile aussi sur les pièces cadavériques, c'est que je ne peux pas le tendre, mon tendon d'Achille. Donc au fur et à mesure où je nettoie, je le repousse en arrière. Donc c'est lui que je touche. Voilà. Là, juste sous mon shaver, c'est lui qui est là. Et là, vous voyez, j'ai glissé à la partie toute postérieure de mon calcanéum. Donc si on reprend, je suis mon calcanéum, mon calcanéum, mon calcanéum, et hop, voilà. Une fois qu'on est à la partie toute postérieure, là, on est sur les fibres d'insertion du tendon d'Achille. Donc les gens qui ont une maladie d'Haglund, c'est ici qu'on travaille. C'est ici qu'on va tout raboter. C'est ici qu'on va raboter. Et là aussi, je pense qu'il y a les effets de la biologie, il n'y a pas que le mécanique, hein. Le fait d'aller raboter, ça fait saigner, et ce saignement, il est propice à la cicatrisation. Toutes les pathologies du tendon d'Achille, on sait qu'il y a une composante ischémique qui est importante, puisque entre son 2e et son 6e centimètre, il est très mal vascularisé, ce qui explique qu'on a beaucoup de difficultés à les soigner. Voilà l'insertion du tendon d'Achille. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez sur la gauche? Là, j'arrive sur mon calcanéum, je plonge, je suis coincé, je plonge en arrière de mon calcanéum, et en fait, je le repousse, je ne peux pas le tendre parce qu'on est sur pièce cadavérique, mais il est juste là, sous mon shaver. Voilà. Il y a des questions? Petite pause. Alors, attends, on a une question, Ronnie. On Ouais. va passer le micro. Bonjour, Dr Dantec. Une question sur les délais de reprise sportive, notamment pour une danseuse ou un footballeur ou un sport pivot, après un conflit postérieur opéré. C'est 1 mois. Grosso modo, c'est vraiment le temps de la cicatrisation tissulaire dans l'articulation. Et on se donne 1 mois, il faut essayer de les faire dégonfler le plus vite possible. Dans l'absolu, on pourrait les faire reprendre plus vite, mais en pratique, ils ne peuvent jamais, parce qu'ils conservent malgré tout une cheville œdémaciée qui les gêne pour reprendre. Donc je leur dis 1 mois. J'avais d'autres petites questions sur l'Haglund. Parce que classiquement, on opère assez facilement des jeunes footballeurs, par exemple, mais vous avez une expérience sur des Haglund chez des sportifs plus anciens, parce que nous, on a notamment un cas en clinique qui nous embête. Et vous êtes limité dans l'âge pour les opérations? Non, en fait, la méfiance, c'est qu'on a tendance à dire Haglund pour tout. Haglund, c'est une vraie définition radiographique, c'est une vraie définition clinique. Il ne faut pas se tromper, il y a des gens qui ont des pentes calcanéennes qui sont un peu plus importantes, il y a des gens qui ont des calcanéums longs, et tous ne répondent pas
à la simple résection de la grosse tubérosité du calcanéum. C'est-à-dire que si vous faites une résection à quelqu'un qui a un calcanéum long, ça ne marchera jamais. Ce qu'il faut, c'est l'hypertension qui est donnée sur son insertion d'Achille parce que le calcanéum est long, qui fait qu'il aura des douleurs. Et vous aurez beau réséquer son bord supérieur, ça ne marchera pas. Ces gens-là, il faut leur faire des ostéotomies, c'est-à-dire raccourcir le calcanéum. Donc en fait, c'est vraiment problématique. Et d'ailleurs, le hagloon, il a été décrit initialement chez les jeunes femmes, hein. C'était pas du tout quelque chose qui était décrit chez les gens qui avaient 55 ans et qui faisaient du sport. Donc il y a beaucoup de hagloon, à mon sens, qui n'en sont pas surtout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Ronnie, j'ai une question. Est-ce que tu as une indication pour les ostéophytoses d'Achille? Tu sais, on en trouve souvent sur les tendinopathies chroniques. Ça marche pas. L'arthrose, ça marche pas là-dessus. On est obligé de les ouvrir parce qu'en fait, c'est une vraie maladie tendineuse. C'est comme les ossifications de l'épaule, hein. Le problème, il est pas le contour. Le problème, il est le tendon. Donc ces gens-là, on leur fait des choses qui sont un peu différentes. On fait ce qu'on appelle des speed bridge, c'est-à-dire qu'on les ouvre par derrière, on résèque effectivement pour les remettre dans un contexte de cicatrisation un peu plus favorable le bord supérieur du calcanéum, et puis on va aller réséquer l'ossification intratendineuse et on va aller replaquer le tendon avec des petites bandelettes synthétiques qui nous permettent de les remettre en charge tout de suite, mais ce n'est pas du tout les mêmes pathologies. Pour le coup, l'arthroscopie là-dessus, ça ne marchera pas, quoi. Mais tu as quoi comme délai de reprise là pour ça? C'est très long. Il faut là, pour les gens qui en souffrent, ils sont partis pour 6 à 8 mois. Donc ils ont 3 mois d'arrêt de travail et c'est 6 à 8 mois avant de reprendre le sport. Et en plus, tu leur expliques que tu remets un peu les compteurs à zéro, mais pour autant, le tendon, lui, il reste malade. Tu vois, c'est pas des choses qui sont... on a rarement des gens qui nous disent qu'ils n'ont plus aucune douleur et qu'ils ont repris toutes leurs activités sportives. On n'est pas dans ce contexte-là, quoi. Merci. Bon. Allez. Il y a encore une question. Oui. J'ai pas entendu ou j'entends pas. Non, attends, ça arrive, on lui donne le micro. Ouais, moi j'avais une question sur la reprise globalement pour les conflits antérieurs ou postérieurs. À partir du moment où ils sortent du bloc, comment ça se passe finalement? Ils sortent le jour J, avec béquille, sans béquille? Ouais, en fait, il y a les kinés qui sont dans la salle de la clinique, avec qui on s'est organisé, qui leur fournissent toutes les consignes. Globalement, l'idée, c'est, je leur explique qu'on ne reconstruit rien, on n'est pas dans la reconstruction ligamentaire, donc il n'y a pas de nécessité à les immobiliser inutilement. Donc ils repartent, c'est fait en ambulatoire, ils rentrent le matin, ils sortent le soir, et ils repartent à l'aide de béquilles et d'une petite botte de marche, uniquement pour leur confort. C'est-à-dire que l'objectif, c'est, si je leur disais repartez en Converse ou en sandalettes, je pense qu'ils auraient un peu peur. Et l'objectif, c'est qu'ils soient indolents. Donc les béquilles et la botte de marche, c'est pour eux, c'est une aide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont les garder pendant 2-3 jours, d'autres pendant 10 jours. Il y en a qui, le soir, chez eux, rentrent et puis envoient tout balader. C'est à leur convenance. En tout cas, ça n'aura pas d'influence sur les suites. Donc c'est vraiment pour eux, c'est comme un médicament pour moi. Ok. Et après, est-ce qu'il y a sûrement modification des sensations proprioceptives? Est-ce qu'il y a une rééducation kiné? Oui, tout le temps, oui. Permanente. Ça, ils ont quelques exercices d'auto-rééducation à faire. Le premier mois, essentiellement, en attendant que ça dégonfle. Et après, de toute façon, ils auront toujours de la kiné. Puisqu'effectivement, il y a toujours un déficit proprioceptif quand on les revoit à 1 mois. Toujours. Ok, merci. Bon, il n'y a plus de questions, semble-t-il. Ronnie, on va faire la pause. Ouais. Hein, tu nous rejoins? Bon, à tout à l'heure.